Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Christophe Sajou, qui est oncologue et créateur de contenu. Bonjour, monsieur Sajou. Bonjour, Tout d'abord, merci d'avoir accepté ma demande d'interview. avec plaisir. Pour commencer, pouvez-vous revenir sur votre parcours et sur ce qui vous a conduit à devenir oncologue? Alors, parcours, c'est un parcours de formation de médecine classique avec un choix de l'oncologie sur plusieurs éléments. Un élément qui était une pathologie qu'on ne comprend pas complètement, pour laquelle la recherche est importante et dans laquelle le domaine de l'immunologie est prédominante. On le voit avec le développement des molécules d'immunothérapie. Et c'était un domaine qui me plaisait particulièrement, donc je me suis dit que ça remplissait beaucoup de critères qui me plaisaient dans la prise en charge de ces patients. Et donc c'est comme ça que je me suis destiné à cette spécialité médicale. Et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans la cancérologie aujourd'hui? Eh bien, l'avantage, je trouve, de la cancérologie par rapport à d'autres spécialités, c'est que c'est très dynamique. Il y a énormément de recherche qui est faite dans cette thématique. On le voit avec le congrès américain d'oncologie et le congrès européen d'oncologie, l'ASCO et l'ESMO, qui apportent chaque année de nombreuses études qui vont changer la pratique clinique au fur et à mesure de l'avancée des recherches et des nouvelles molécules qui sont développées. Et donc, ça permet d'avoir une spécialité qui est dynamique, d'apporter une vraie plus-value aux patients avec chaque année un bénéfice à apporter à nos patients. Alors bien sûr, ça c'est pour les pathologies qui sont les plus fréquentes, comme le cancer du sein, le cancer de la prostate, les cancers dans lesquels il y a beaucoup de recherches que beaucoup de patients. Et c'est moins le cas dans les maladies rares, dont je m'occupe aussi pour la partie endocrinienne, et dans laquelle il y a un effort de recherche plutôt institutionnel, mais où éventuellement on a quand même beaucoup moins d'avancées au fur et à mesure des années. Et dans vos contenus, vous parlez de prévention, de dépistage et de pédagogie. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux? Mon objectif avec la chaîne TikTok et puis le transfert que je fais sur les autres médias sociaux était surtout, je me suis rendu compte de la difficulté pour les patients d'intégrer l'ensemble des informations qu'on va donner au moment des consultations, qui est un temps dédié, qui est chronométré, qui est limité, eu égard au nombre de patients qu'il faut qu'on voit, et que donc on a d'une part pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, d'autre part on va pouvoir utiliser un vocabulaire qui sera pas forcément tout le temps compris, et que, eh bien, il y a ce qu'ils vont intégrer de ce qu'on a dit. Donc, en général, c'est 30% d'une consultation. Donc, ça leur permet d'avoir sur les médias des informations vérifiées où on va redire les éléments qu'on a pu dire en consultation. Et ça permet d'aller défricher aussi d'autres sujets qui peuvent aller toucher des thématiques particulières, effectivement la prévention, effectivement les effets indésirables et comment les gérer, et effectivement d'autres éléments comme la vaccination, comme toutes ces thématiques qui peuvent avoir un intérêt pour elles, les toxicités très particulières, toxicité de l'alopécie, etc., et les avancées qu'on peut avoir dans la prise en charge de ces effets indésirables particuliers. Et quels sont les avis que vous recevez sur TikTok ou les autres réseaux sociaux sur votre contenu? Globalement, je trouve que c'est plutôt. Alors, bien sûr que ma cible, elle est essentiellement les patients, leurs familles et les aidants. Même si le fait de m'être mis initialement sur TikTok, l'objectif était essentiellement de faire de la prévention et donc de parler de vaccination, de parler de dépistage, pour l'adhérence au dépistage, aller faire les mammographies, aller faire les frottis, etc. Et donc là, l'objectif, c'était de toucher un public plus large, plus jeune, pour essayer d'ancrer dans l'idée que c'est quelque chose qui est important, de le remarteler tous les ans avec Octobre Rose pour le cancer du sein, Mars Bleu pour le cancer du côlon, etc. Donc ça, voilà, c'était la thématique initiale. C'est plutôt des retours positifs, je trouve. Ça permet des échanges à la fois entre les patients eux-mêmes, qui peuvent se donner des conseils sur les associations, sur les choses comme ça. Ça permet aussi d'approfondir les vidéos. Hein, quand je vois qu'il y a une thématique particulière qui n'a pas été comprise ou que j'ai pas utilisé la bonne métaphore qui permettait d'approfondir la thématique, j'essaye parfois de reformuler. Et puis de toute façon, c'est le fait que ça revienne dans le temps pour le dépistage, ça permet de reformuler les choses, de poser les avancées qu'on peut avoir. Et donc je trouve que c'est plutôt vertueux. En fait, il n'y a pas énormément de haters. Et donc je trouve que c'est une assistance qui est plutôt bienveillante
et dans l'écoute, et bien sûr parfois dans la controverse. On essaye de mettre en exergue les autres options de médecine parallèle, etc., le bleu de méthylène, tout ce qui peut passer dans les médias. Et donc, je trouve que c'est important aussi d'aller répondre à ces choses-là pour essayer de débulker toutes les fausses idées qu'il peut y avoir et éventuellement les bonnes idées, mais qui simplement sont peut-être trop en amont de la recherche et pas encore disponibles dans la prise en charge des patients de manière conventionnelle. Pour vous, quelles sont les idées reçues les plus fréquentes autour du cancer? Une qui est très fréquente, c'est que le cancer de la personne âgée est un cancer gentil qui va évoluer doucement. C'est une idée très fréquente qui fait que les personnes âgées vont éventuellement moins avoir envie de se traiter ou moins participer au dépistage ou moins consulter quand elles vont avoir un symptôme particulier. Et ce que je leur explique, c'est que le principal facteur de risque du cancer, c'est l'âge et que donc on a des cancers qui peuvent être lentement évolutifs à l'âge évolué, mais qui peuvent aussi être très agressifs, des cancers de la prostate, des cancers du côlon, des cancers du sein, et que plus on les prend tôt, mieux c'est, moins on aura un traitement lourd, et que quoi qu'il arrive, comme ils sont plus âgés, ils ont d'autres comorbidités, d'autres pathologies qui peuvent rendre plus compliquée la prise en charge, ils sont souvent plus fragiles, et donc l'intensité des traitements qu'on va pouvoir proposer sera forcément amoindrie, donc ça on s'adapte, on a les consultations d'oncogériatrie pour dépister les fragilités et les aider. Il y a des idées reçues sur l'inefficacité de la mammographie. J'ai vu ça sur quelque chose qui était en Suisse. A priori, ils auraient retiré la mammographie parce que ça sert à rien et ça donne le cancer. Alors, il y a des choses vraies, c'est-à-dire que l'irradiation d'imagerie répétée très fréquente peut augmenter le risque de cancer. C'est toujours en médecine une balance bénéfice-risque. Il n'y a jamais rien, que ce soit le dépistage, la vaccination ou les traitements, qui soit anodin et qui sera 100% d'efficacité, 0% de toxicité. Donc, on est là pour expliquer cette balance bénéfice-risque. Et c'est vrai que dans notre société, on a de plus en plus de mal à appréhender ça et à accepter que on puisse avoir des risques. Mais il y en a. Et il y en aura toujours. Et donc, c'est toujours cette balance bénéfice-risque. Et c'est pour ça que le dépistage, il est fait tous les 2 ans et pas tous les ans ou pas tous les 6 mois. Si on faisait une imagerie tous les jours, on dépisterait les choses. Mais simplement, d'une part, ça coûterait trop cher, et d'autre part, ça irradierait beaucoup trop. Et quel est le rôle que jouent les habitudes de vie comme l'alimentation, l'activité physique, le sommeil ou bien le stress dans la prévention du cancer? C'est un rôle majeur parce qu'on va avoir les facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas jouer, donc les facteurs génétiques. Alors, les facteurs génétiques, on peut les dépister et puis après adapter la surveillance, comme les mutations BRCA. On a les facteurs sur lesquels on ne peut pas trop jouer, c'est-à-dire l'environnement, la pollution atmosphérique, etc. Alors, on peut déménager, mais bon, en fonction de là où on habite, le travail, la famille, c'est pas forcément possible. Et puis, on a les éléments cruciaux sur lesquels on peut jouer, qui sont les principaux facteurs de risque du cancer, que sont le tabac, première cause de décès par cancer, l'alcool, la sédentarité, la consommation d'aliments ultra transformés, la consommation d'éléments dans lesquels il va y avoir des perturbateurs endocriniens, des PFAS. Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels on peut jouer et qui sont majeurs. Et donc, effectivement, qu'on va tous mourir de quelque chose, effectivement qu'il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas jouer parce qu'ils sont dans notre environnement, mais on a des choses sur lesquelles on peut jouer. Et si on joue là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas, mais ça veut dire qu'on réduit notre risque. Et en même temps qu'on va réduire notre risque de développer un cancer, on va aussi améliorer notre vieillissement, améliorer notre état de santé. Avoir une activité physique régulière, avoir une alimentation équilibrée, c'est des éléments qui font que aussi on va bien vieillir, en dehors du fait qu'on va réduire le risque de cancer, on va réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc c'est aussi un élément de bonne santé. Voilà. Donc c'est un élément majeur sur lequel il est important d'insister et de travailler. Et en tant qu'oncologue, y a-t-il un message ou une information que vous répétez en consultation et que le grand public ne le connaît pas encore? Alors j'aurais du mal à dire que le grand public ne le connaît pas encore parce qu'il y a plein de médecins qui sont sur les réseaux sociaux, il y a plein d'informations, Jimmy Mohamed dans le journal de la santé qui vulgarise énormément les choses et donc je pense qu'on a accès à beaucoup plus d'informations. Le problème maintenant de notre société, c'est arriver à trier l'information. La recouper, etc. C'est quelque chose qui est vraiment, je pense, compliqué pour nous. Et donc, non, je pense pas qu'il y ait un élément crucial qui soit pas du tout connu et que moi je pourrais apporter aujourd'hui. Je pense que l'élément le plus important sur lequel j'insiste avec mes patients, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est un élément
hyper important pour réduire le risque de cancer, améliorer la masse musculaire, qui est un élément de bon vieillissement. Ça améliore l'efficacité de nos traitements, ça améliore l'immunité, ça réduit les toxicités des traitements. Donc, il n'y a rien de mieux, même pour le moral, il n'y a rien de mieux qu'une activité physique régulière. Et ça, c'est l'élément qui devrait être le plus remboursé par la sécurité sociale. Et vous accompagnez des patients dans des moments extrêmement difficiles. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre empathie et protection personnelle? Alors ça, c'est toujours compliqué et je pense que les patients vont avoir avec certains médecins, ils vont avoir l'impression d'un manque d'empathie qui est aussi un mode de protection et un mode de sélection aussi des médecins. C'est-à-dire les médecins vont choisir une spécialité. L'oncologie, c'est forcément une spécialité compliquée. On peut la comparer à la réanimation. En réanimation, vous avez 30% de mortalité. En oncologie, si on a une maladie localisée, l'objectif c'est la guérison, mais une maladie métastatique, on sait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à la guérir la plupart du temps. Donc, on sait que ces patients-là, on ne va pas les guérir et donc on va avoir des moments difficiles. Et je pense que, à l'inverse de ce qu'on peut penser, c'est loin d'être la spécialité la plus triste. Parce qu'en fait, notre rôle aussi dans ces maladies métastatiques, c'est d'accompagner les patients, de les faire cheminer et d'essayer de leur faire le switch de la vie quotidienne. On n'a pas de cancer, on fait des projets à 10, 15, 20 ans, et en fait, on ne profite pas vraiment du moment présent et des moments qui arrivent proches. L'objectif aussi dans la prise en charge, c'est d'essayer de les faire switcher, de dire, ben voilà, maintenant, on sait qu'il y a une épée de Damoclès, on l'a tous, mais avec un cancer, elle est plus proche. Et il faut arriver à maintenant faire des projets à court terme, voir toujours le bon côté des choses et essayer de profiter de chaque instant parce que même si on se dit c'est tant de traitements, après on surveille, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard et que chaque élément positif qu'on va vivre, il faut capitaliser là-dessus, créer des souvenirs, etc. Donc ça, c'est l'élément sur lequel on essaie de jouer et évidemment que on va avoir plus d'affect avec certains patients que d'autres et qu'on va avoir des moments où on va être plus touché que d'autres. Et ça, c'est le rôle de l'expérience et de la mise à distance, mais qui doit être raisonnable pour que aussi on ne soit pas trop distant et qu'on puisse signifier notre empathie. Cette distance, elle est toujours difficile, c'est la relation patient-médecin. Ça va être bien pour certains, ça va être plus difficile pour d'autres. Et c'est avec le temps qu'on apprend et qu'on essaye de s'améliorer et qu'on essaie de s'adapter à chacun des patients et à sa mentalité et son affect. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les prises en charge ces 10 dernières années dans le cancer? Énormément. Énormément. Alors, il faut bien avoir en tête que dans le cancer, celui qui guérit, c'est le chirurgien. Il va aller retirer la tumeur. Pour l'instant, avec l'avancée, l'objectif, il est de plus en plus d'épargner l'organe, c'est-à-dire dans le cancer du sein, dans le cancer de la vessie, d'essayer d'arriver à ne pas avoir besoin de faire la chirurgie. Quand on a des réponses complètes avec nos traitements néoadjuvants, c'est avant la chirurgie. Pour l'instant, on n'y est pas encore, parce que tout dépend de combien on accepte de laisser passer de tumeurs encore là. L'imagerie, elle n'est pas assez performante pour nous dire est-ce qu'il reste quelque chose ou pas. Donc, on essaye d'adapter, d'associer des choses, imagerie, biologie moléculaire, rebiopsie, pour essayer effectivement de préserver l'organe. Pour l'instant, la chirurgie, ça reste la clé de la guérison de nos patients. On a fait énormément de progrès dans les traitements, avec les différentes classes de traitement. Une nouvelle classe plus récente, en dehors de l'immunothérapie dont on a déjà parlé, c'est les anticorps de reconjugués, donc des chimiothérapies qui vont être vectorisées par un anticorps. L'anticorps va cibler la cellule tumorale, ça rentre dans la cellule tumorale et ça relargue la chimio dans la cellule tumorale. Donc ça, c'est une nouvelle classe qui se développe énormément, où on a de plus en plus d'indications dans le cancer du sein, dans le cancer de la vessie, dans le cancer de l'ovaire. Voilà, on a vraiment pléthore de choses. Donc on a vraiment des changements tous les ans. Vous me dites dans les 10 dernières années, c'est tous les ans que dans le cancer du sein, sur un sous-type de cancer du sein, on va avoir une modification du schéma thérapeutique. Dans le cancer du côlon, on a aussi des modifications, c'est moins fréquent. Dans le cancer de la prostate, dans les dernières années, on a vraiment eu des nouvelles thérapeutiques qui sont arrivées. Donc, on a tous les ans des modifications et notre rôle en tant qu'oncologue, professionnel de santé, c'est de se former régulièrement, de participer en présentiel ou distanciel à ces congrès ou au compte rendu après pour être à la page et pouvoir suivre l'actualité qui est débordante en oncologie médicale. Votre présence sur les réseaux sociaux vous permet de toucher un public très large. Comment est-ce que vous choisissez les sujets à aborder? Alors, les sujets abordés, alors, soit au départ, je faisais pathologie par pathologie,
facteurs de risque. Après, j'ai fait une série sur les toxicités en fonction des molécules, etc. Après, je réponds aussi aux questions que je trouve pertinentes et qui ont un intérêt pour la communauté. Et puis après, il y a aussi l'effet d'actualité, c'est-à-dire quand on a parlé des PFAS, j'ai fait une vidéo sur les PFAS pour expliquer qu'est-ce que c'était, quels sont les risques. Et puis, il y a aussi, comme je vous ai dit, quand on arrive à Octobre Rose, il y a beaucoup de communication sur le cancer du sein, donc je refais de la communication dessus. L'objectif, voilà, c'est d'être dans la séquence de l'actualité pour que ça capte l'attention des gens et puis que ça essaye, au fur et à mesure, d'imprégner les informations les plus importantes pour que on apporte un bénéfice dans le dépistage, parce que moins on traitera, moins il y aura de cancer, moins on aura besoin de les traiter, mieux ce sera pour la population. Et pour conclure, est-ce que vous avez un message en matière de prévention à faire passer? La prévention, on l'a dit, les éléments clés, c'est avoir une bonne hygiène de vie, donc les éléments sur lesquels on peut jouer, l'arrêt du tabac, la diminution ou l'arrêt de la consommation d'alcool, l'activité physique adaptée, l'alimentation équilibrée. Ensuite, il y a adhérer au dépistage, c'est-à-dire faire le dépistage du cancer colorectal, du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein. Ça, c'est des éléments. Bientôt, on va avoir le dépistage du cancer du poumon, qui sera recommandé pour la population à haut risque. Le cancer de la prostate en fonction des antécédents. Ça, c'est les éléments clés. Et ensuite, c'est les symptômes clés qui doivent faire consulter. Donc, pour le cancer du sein, c'est toute modification du sein. Si on sent une boule, si on a une rétraction cutanée, rétraction du mamelon, un aspect de peau d'orange, un ganglion sous le bras, si on a du sang dans les selles, si on a une perte de poids inexpliquée, même si on a cherché à perdre du poids pour toute sa vie, si en quelques mois on perd 10 kilos sans avoir modifié quoi que ce soit, il faut consulter parce que c'est pas normal. Même si on est content d'avoir perdu du poids. Donc c'est les éléments cruciaux, le mode de vie, le dépistage et puis consulter dès qu'on a un symptôme qui est anormal. Merci beaucoup Christophe Sajot d'avoir participé à cette belle discussion. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi. D'ici là, passez une très belle journée.